Je m'appelle Julien. J'ai 32 ans. Et pendant exactement 10 années de pure agonie, j'ai laissé les membres de ma propre famille me traiter comme si je n'étais rien de plus que de la saleté sous leurs chaussures de créateur hors de prix. Alors que je bâtissais secrètement un empire d'1 milliard de dollars à partir de rien, ma tante et mon oncle me regardaient droit dans les yeux lors de chaque réunion de famille et me disaient que j'étais un raté total et absolu. Ils me riaient au nez devant des centaines d'invités de la haute société, me qualifiant de pitoyable gratte-papier qui ne parviendrait jamais à rien dans le monde réel. Pendant que ma mère et moi luttions pour garder l'électricité branchée, ils étaient occupés à se vanter de leurs nouvelles voitures de sport et de leurs immenses résidences d'été. Ils s'assuraient que tout le monde dans notre cercle social sache que j'étais le mouton noir, le cousin pauvre qui ne pouvait même pas s'offrir un costume décent. Mais il y a une chose qu'ils ne savaient pas. Alors qu'ils étaient occupés à se moquer de mon prétendu salaire de bas niveau et à faire valoir leur influence dans le monde des affaires, c'est moi qui agissais dans l'ombre, rachetant discrètement leurs dettes d'entreprise massives. J'étais l'architecte de leur perte imminente. Et en ce moment même, ces mêmes personnes qui m'ont traité comme un déchet pendant une décennie sont assises dans ma salle de conseil d'administration, ignorant totalement quel supplie pour leur survie financière le garçon qu'elles ont rejeté. Avant que je ne vous raconte exactement comment j'ai détruit leur petit monde arrogant pièce par pièce, faites-moi une faveur rapide. Cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez que le karma vient toujours réclamer ses dettes. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez aujourd'hui. Je lis chacun de vos messages. Maintenant, revenons à la nuit où le cauchemar a enfin atteint son point de rupture. Le gala familial annuel des Montgomery Wilson était exactement aussi étouffant, prétentieux et profondément toxique que dans mes souvenirs de chaque année. L'allée de l'immense et inutilement gigantesque propriété de ma tante Margaret était bordée d'un étalage ridicule de richesses. J'avais dû garer ma modeste berline vieille de 10 ans tout au bout de la rue, complètement éclipsée par une flotte de Rolls-Royce Phantom personnalisés et de Porsche 911 aux couleurs vives. Les voituriers ne voulaient même pas toucher à ma voiture. À l'intérieur, des lustres en cristal de la taille de petites tables de salle à manger brillaient au-dessus de nos têtes, projetant une lumière vive sur les visages de gens qui n'avaient jamais travaillé dur un seul jour de leur vie. L'air dans la pièce était épais. Il sentait le parfum français coûteux, la côte de bœuf rôti et cette odeur distincte et écœurante de supériorité qui semblait suivre mes proches partout où ils allaient. Je me tenais seul dans le coin le plus éloigné, près d'une sculpture de cygne en glace qui fondait lentement sur un plateau d'argent. Je sirotais un verre d'eau pétillante bon marché, observant mes cousins se disputer l'attention. Ils échangeaient bruyamment des histoires sur leurs dernières acquisitions immobilières, les bonus ridicules qu'ils recevaient simplement pour se présenter au travail dans les entreprises de leur père, et les vacances exotiques qu'ils prévoyaient pour l'hiver. Je portais un costume bleu marine simple acheté prêt à porter. Le tissu était raide et la coupe légèrement trop carrée. Il avait été soigneusement choisi pour m'aider à me fondre dans le décor, pour ressembler exactement au raté qu'ils avaient désespérément besoin que je sois. C'était comme une lourde armure contre leur jugement implacable. Julien, mon Dieu, j'ai failli ne pas te voir debout là, caché dans l'ombre comme une petite souris effrayée. La voix de ma tante Margaret a traversé le brouhaha ambiant comme un couteau de cuisine dentelé. Elle s'est approchée de moi, ses doigts alourdis par des diamants qui auraient probablement pu financer un petit district scolaire pendant un an. Elle m'a toisé de haut en bas avec un regard de pitié exercé et profondément insultant, elle a ajusté son châle en soie, s'assurant que tout le monde à proximité la regarde interagir avec le cas social de la famille. « Toujours assistant, mon chéri ?» a-t-elle demandé à voix haute. Plusieurs têtes se sont tournées vers nous. Les gens ont arrêté leur conversation juste pour assister à mon humiliation. J'ai bu une gorgée lente et mesurée de mon eau. J'ai forcé un sourire poli et entièrement faux sur mon visage. J'avais perfectionné ce sourire au cours des 10 dernières années. Coordinateur administratif, en réalité, tante Margaret. Je m'assure que les calendriers fonctionnent à l'heure. Elle a levé un sourcil parfaitement épilé et chirurgicalement rehaussé. Oh, c'est vrai. Coordinateur administratif. Toujours dans ce petit cabinet de conseil. Comment s'appelait-il déjà? Apex quelque chose. Cela doit être si fatigant de classer tous ces papiers à longueur de journée. Est-ce qu'ils abondent au moins ton plan d'épargne retraite ou est-ce qu'ils te paient juste en monnaie de singe? Avant même que je ne puisse tenter de répondre, mon cousin Harrison s'est approché. Harrison était le garçon doré de la famille. Il venait d'être nommé associé junior dans l'immense cabinet d'avocats de son père uniquement parce que son nom de famille était inscrit sur l'immeuble, et non parce qu'il avait déjà gagné un procès d'importance dans sa vie.
Il m'a frappé fort sur l'épaule, manquant de faire tomber mon gobelet en plastique des mains. Allez, Julian, a ricané Harrison, en ajustant sa cravate en soie italienne sur mesure. Il sentait fortement le bourbon coûteux et la confiance en soi non méritée. Je pourrais te trouver un vrai travail, quelque chose avec un véritable potentiel de carrière. Nous avons un poste à pourvoir au service du courrier du cabinet en ce moment. Le salaire est probablement le double de ce que tu gagnes à brasser du papier dans cette start-up sans nom. En plus, nous offrons une couverture santé décente. Tu ne peux pas vivre de nos restes de table éternellement. Mon vieux, ça devient un peu embarrassant pour le nom de famille. J'ai regardé Harrison. J'ai regardé son visage suffisant et agaçant. Et puis j'ai pensé à la pile de contrats d'acquisition de haut niveau qui attendait ma signature dans mon vrai bureau. Mon véritable bureau au dernier étage d'un gratte-ciel du centre-ville, et non la couverture soigneusement entretenue que je montrais au monde. J'ai pensé aux centaines de millions de dollars qui dormaient sur des comptes à mon nom. Je suis heureux là où je suis, Harrison. Merci pour l'offre, quand même. J'aime les gens avec qui je travaille, ai-je répondu calmement, en gardant une voix soumise et douce. Tante Margaret a laissé échapper un rire qui aurait pu briser les flûtes à champagne en cristal sur la table du traiteur. Heureux mon chéri, tu gâches ta vie entière. Regarde autour de toi. Tes cousins sont tous cadres. Ils sont associés. Ce sont de vrais gens d'affaires qui gèrent de vrais procès et d'immenses portefeuilles d'investissement. Ils façonnent l'avenir de cette ville. Et toi, tu es toujours en train de classer des papiers et de faire du café pour quelqu'un d'autre. Ta pauvre mère doit en pleurer chaque nuit avant de s'endormir. Si seulement il savait que le quelqu'un d'autre dont il parlait, c'était moi. Harrison a bu une grande gorgée de son bourbon et s'est penché tout près, baissant la voix juste assez pour donner l'impression qu'il partageait un secret de milliardaire. Regarde, Julian, essaie d'apprendre quelque chose ce soir. Nous concluons un accord de 100 millions de dollars demain matin avec Montgomery Industries. C'est une acquisition hostile totale. Mon père et moi allons absolument les écraser, absorber leurs actifs immobiliers de premier choix, et liquider le reste de leur entreprise pathétique. Nous avons juste besoin de la signature du PDG du cabinet de conseil qu'ils ont engagé pour essayer de les sauver. Nous traînons ce PDG mystère à la table demain matin pour le forcer à une capitulation totale. C'est comme ça que se font les vraies affaires. Prends des notes. Tu apprendras peut-être comment être un homme. J'ai juste souri. Un vrai sourire sincère cette fois. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Je garderai définitivement cela à l'esprit, Harrison. Bonne chance pour demain. À ce moment précis, mon téléphone a vibré fortement dans la poche intérieure de ma veste. C'était un message crypté sécurisé de Clara, ma directrice des opérations et ma plus fidèle alliée dans ce monde. J'ai sorti légèrement le téléphone et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Réunion d'urgence demain à 9h. Richard et Harrison ont demandé une discussion finale sur la fusion concernant Montgomery Industries. Ils sont lourdement endettés. Ils exigent un tête-à-tête avec le PDG d'Apex Dynamics. Réponse urgente requise. J'ai lu le texte 2 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. La prise de conscience m'a envahi comme une vague de pure adrénaline électrisante. Après des mois passés à essayer d'acquérir impitoyablement Montgomery Industries et à échouer à chaque étape, mon oncle et mon cousin admettaient enfin leur défaite face aux défenses de Montgomery. Ils cherchaient une fusion forcée parce qu'ils commençaient à manquer de liquidités. Et pour l'obtenir, ils avaient besoin de l'approbation finale absolue du cabinet de conseil de Montgomery, mon cabinet. Demain matin, ma famille arrogante et toxique entrerait dans une réunion en s'attendant à intimider un cadre sans visage et facile à influencer. Au lieu de cela, ils se retrouveraient face au canon du pistolet de l'assistant même qu'ils avaient écarté, moqué et humilié pendant toute la décennie passée. Excusez-moi, tante Margaret, Harrison, ai-je dit, en posant mon verre sur le plateau d'argent d'un serveur qui passait. J'ai une matinée très matinale demain. J'ai des papiers importants à classer avant l'arrivée des patrons. Margaret a levé les yeux au ciel, se détournant déjà de moi pour saluer quelqu'un de plus important. Ne te laisse pas retenir par tes classeurs, mon chéri. Essaie de ne pas te couper avec le papier. Je suis sorti de cette immense demeure. L'air frais et vif de la nuit a frappé mon visage et m'a dégagé les poumons. J'ai marché tout au long de la rue jusqu'à ma berline délabrée. J'ai serré le volant si fort que mes articulations sont devenues complètement blanches.
Je pouvais sentir le poids des 10 dernières années peser sur ma poitrine. Une décennie de fierté ravalée et de colère silencieuse. Demain, le masque tombait enfin. Demain, j'allais réduire leur empire en cendres. Mais pour comprendre pourquoi ce moment signifiait absolument tout pour moi, vous devez savoir comment le sang de ma famille était devenu si toxique au départ. Je pensais que le pire était passé cette nuit-là. Je me trompais tellement. Il y a 10 ans, la famille Wilson a systématiquement détruit mon monde. J'avais 22 ans, je venais de sortir d'une bonne université publique, titulaire d'un diplôme de commerce pour lequel je m'étais tué à la tâche. J'avais cumulé 3 emplois juste pour payer mes manuels scolaires. Mon père était décédé subitement d'une crise cardiaque massive alors que j'étais encore adolescent. Ces funérailles ont été le moment où j'ai vraiment compris à quel monstre j'étais apparenté. Il pleuvait à verse le jour où nous l'avons enterré. Ma mère Evelyne était complètement brisée, tenant à peine debout. Alors que nous nous tenions près de la tombe, pleurant la perte de l'homme que nous aimions, l'oncle Richard et la tante Margaret se tenaient sous un grand parapluie noir, chuchotant au sujet du partage des biens de mon père. Ils n'ont même pas attendu que la terre se pose sur son cercueil avant d'appeler leur avocat. Mon père avait toujours fait confiance à son frère aîné, Richard. Il lui faisait tellement confiance qu'il lui avait laissé la gestion de sa succession et de notre fiducie familiale. Ce fut une erreur fatale. Dans les 6 mois qui ont suivi les funérailles, Richard et son armée d'avocats d'affaires ont trouvé la moindre faille imaginable pour vider les comptes de mon père. Ils ont prétendu que mon père devait des sommes considérables à Wilson Enterprises. Ils ont saisi notre maison familiale. Ils ont pris le petit héritage qui était censé mettre ma mère à l'abri. Ils ont même menacé ma mère d'une terrible bataille pour ma garde si elle osait les traîner en justice, affirmant qu'elle était mentalement inapte à élever un enfant en raison de son chagrin. Ils ne nous ont absolument rien laissé. Nous avons emménagé dans un minuscule 2 pièces dans les quartiers pauvres de la ville. Ma mère travaillait double garde comme réceptionniste dans une clinique dentaire juste pour mettre de la nourriture sur la table. Elle a tout sacrifié pour s'assurer que j'ai un petit fonds pour l'université, économisant chaque centime qu'elle pouvait gratter dans un bocal sous son lit. Malgré tout ce qu'ils nous ont fait, quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, j'étais encore naïf. J'étais ambitieux et je pensais pouvoir regagner leur respect par mes efforts. J'avais passé toute ma dernière année d'études à rédiger un plan d'affaires complet et en béton pour un cabinet spécialisé dans la restructuration éthique des entreprises. L'idée était simple mais incroyablement puissante. Au lieu d'acheter des entreprises en difficulté juste pour les démanteler, licencier le personnel et les vendre à la découpe, ce qui était la spécialité impitoyable de l'oncle Richard, mon cabinet les sauverait. Nous corrigerions leurs défaillances opérationnelles, protégerions les emplois des salariés, restructurerions leurs dettes et les ramènerions à la rentabilité. Je pensais que ma famille serait fière de mon initiative. Je pensais qu'ils verraient ma détermination et m'accepteraient enfin comme l'un des leurs. J'ai donc pris mon plan d'affaires de 60 pages, les relié dans un dossier en sky bon marché acheté chez Walmart, et je suis entré dans l'immense bureau d'angle de l'oncle Richard, tout en haut de la tour Wilson Enterprises. Il m'a fait attendre dans son hall pendant 4 heures. Lorsqu'il m'a enfin laissé entrer, il ne m'a même pas proposé de m'asseoir. Fais vite, Julien. J'ai de vrais hommes d'affaires à rencontrer aujourd'hui, a grogné Richard, sans même lever les yeux de son écran d'ordinateur. J'ai défendu mon projet avec toute mon énergie. J'ai expliqué le segment de marché libre. J'ai montré les marges bénéficiaires prévues. J'ai expliqué comment la restructuration éthique pouvait en réalité générer des rendements à long terme plus élevés que les acquisitions hostiles. Il n'a même pas lu au-delà de la première page. Je n'oublierai jamais le bruit de ce dossier en sky heurtant le fond de sa poubelle en métal. Il a résonné fortement dans cette immense pièce silencieuse. La restructuration éthique, s'est moqué l'oncle Richard, en allumant un cigare d'importation épais et en me soufflant la fumée lourde et nauséabonde directement au visage. Quel genre de déchet naïf, pathétique et gauchiste est-ce là, Julien? Nous ne sauvons pas les entreprises faibles. Nous les achevons et nous prenons leur immobilier. C'est comme ça qu'on construit un empire, pas en jouant les infirmiers auprès des perdants en faillite. C'est un segment de marché tout à fait viable, oncle Richard, ai-je insisté, la voix tremblante d'un mélange de peur et de désespoir. Si vous regardez simplement les projections financières en annexe. Je n'ai besoin de rien regarder, a-t-il tranché, le visage devenant rouge de colère. Il s'est levé, me dominant de toute sa hauteur. Tu veux jouer à l'homme d'affaires? Très bien. Commence au service du courrier.
Trie les colis pour le salaire minimum. Fais tes preuves comme un homme, si tu en es capable, ce dont je doute fortement. J'ai toujours dit à ton père qu'il gâchait ce fonds universitaire pour un gamin sans instinct de tueur. Je ne finance pas ce projet de charité pathétique. Maintenant, sors de mon bureau avant que j'appelle la sécurité. Je suis sorti de ce bâtiment en me sentant comme si j'avais été roué de coups. Quand je suis rentré dans notre minuscule appartement, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai pleuré. Ma mère est venue derrière moi et a entouré mes épaules de ses bras. Elle a vu le rejet sur mon visage et elle a pris la décision la plus difficile et la plus courageuse de sa vie. Elle a finalisé sa séparation émotionnelle et juridique complète d'avec la famille. Elle a changé de numéro de téléphone. Elle nous a complètement coupés de la toxicité du sang des Wilson. Nous n'avons pas besoin de leur argent sale, Julian, m'a-t-elle dit, les yeux féroces et brûlants d'un feu que je ne lui avais jamais vu auparavant. Ils veulent que tu mendis pour une place à leur table. Ne mendie pas, va là-bas, construis ta propre table et fais-la plus grande que la leur. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris la très petite somme d'argent qui me restait sur mon compte d'épargne. Et j'ai loué un bureau misérable et plein de courant d'air au 2e étage, au-dessus d'un restaurant chinois bruyant et gras, dans un quartier terrible de la ville. L'odeur d'huile de friture et d'ail s'infiltrait dans mes vêtements chaque jour. Les lattes du plancher craquaient si fort que je m'entendais à peine penser. Le chauffage fonctionnait à peine en hiver, et en été, on se croyait dans un four. Cette pièce misérable a été le berceau d'Apex Dynamics. Pendant les 2 premières années entières, j'ai à peine dormi. Je vivais de café soluble bon marché, de nouilles instantanées et de pure rancœur. Mais j'avais quelque chose que l'oncle Richard n'avait pas. J'avais un désir sincère et brûlant de réparer les choses au lieu de les détruire. Mon premier grand succès est arrivé sous la forme d'un homme plus âgé nommé Félix. Félix possédait une entreprise de logistique et de transport de taille moyenne qui avait traversé des temps exceptionnellement difficiles en raison d'une grave récession. L'oncle Richard avait eu vent de la vulnérabilité de Félix et passait à l'attaque. Richard préparait une acquisition au style brutal, menaçant Félix d'un procès massif et sans fondement pour vider ses fonds juridiques. Le plan de Richard aurait laissé Félix complètement ruiné et ses 300 fidèles employés sans salaire, sans assurance maladie et avec leur retraite complètement liquidée. Félix était désespéré. Il avait entendu une vague rumeur, par l'intermédiaire d'un contact bancaire commun, au sujet d'un jeune consultant ambitieux qui travaillait pour pas cher et faisait de véritables miracles. Il a gravi les escaliers graisseux et terribles menant à mon bureau, a regardé le papier peint décollé et la table pliante unique qui me servait de bureau, et il a pris un risque énorme avec moi. J'ai passé 4 mois éprouvants à vivre dans les entrepôts de Félix. Je dormais sur un lit de camp dans la salle de pause. J'ai restructuré toute sa chaîne d'approvisionnement. J'ai renégocié agressivement sa dette avec les banques. J'ai trouvé d'importantes niches fiscales et rationalisé ses opérations quotidiennes. Lorsque l'oncle Richard s'est finalement présenté avec son offre de rachat prédatrice et insultante, Félix ne s'est pas contenté de la rejeter. Il a humilié les avocats agressifs de Richard en prouvant que son entreprise était non seulement solvable, mais qu'elle fonctionnait désormais avec une marge bénéficiaire de 22%. Les avocats de Richard étaient stupéfaits. Ils ont dû battre en retraite la queue entre les jambes. Et le meilleur dans tout cela, c'est que Richard n'a jamais su que c'était son propre neveu qui l'avait battu. Cette unique victoire a servi de modèle pour la décennie suivante. Au cours des 10 années suivantes, Apex Dynamics a grandi rapidement dans l'ombre la plus absolue. J'ai embauché des personnes brillantes, notamment Clara, une ancienne avocate d'affaires redoutable qui partageait exactement ma vision d'une économie éthique. Nous avons quitté le dessus du restaurant pour nous installer dans un gratte-ciel moderne et entièrement sécurisé du centre-ville. Nous avons acquis d'importants clients dans tout le pays. Notre valorisation est passée de quelques milliers de dollars à des centaines de millions, puis à plus d'1 milliard. Mais publiquement, Julian Wilson restait un parfait moins que rien. Chaque fois que ma famille me demandait ce que je faisais lors de nos réunions de famille obligatoires, je leur disais que j'avais trouvé un poste administratif subalterne et sans issue dans un cabinet de conseil ennuyeux. Je conduisais une voiture bon marché vieille de 10 ans pour me rendre à leur copieux dîner de Thanksgiving. Je portais des vêtements bon marché sans marque. Je les laissais payer l'addition et restais silencieux pendant qu'ils se moquaient de mon salaire et de mon manque d'ambition. Je ravalais ma fierté à chaque fois, laissant Harrison se vanter de ses fausses promotions pendant que je mâchais tranquillement ma nourriture. C'était la couverture parfaite et sans faille.
La famille Wilson était si aveuglée par sa propre arrogance et son narcissisme extrême qu'elle n'a jamais pris la peine de regarder au-delà des apparences. Et pendant qu'ils me regardaient de haut, j'étais occupé à sauver les entreprises exactes qu'ils essayaient de détruire. Chaque fois que Richard jetait son dévolu sur une entreprise vulnérable, Apex Dynamics était déjà là en arrière-plan, renflouant ses caisses, lui apportant des capitaux d'urgence et coupant complètement les tentacules prédatrices de Richard avant qu'elle ne puisse s'installer. Ce qui nous amène directement à Montgomery Industries. Un mois avant la réunion de famille, Monsieur Montgomery, un homme fier et travailleur d'un peu plus de 60 ans, est entré dans les bureaux d'Apex en pleurant. Richard et Harrison l'avaient coincé. Ils avaient lancé une campagne de dénigrement féroce et illégale dans la presse, fait chuter le cours de l'action de son entreprise, et le menaçaient d'un procès massif qui viderait ses économies personnelles et les fonds universitaires de ses petits-enfants. Montgomery était épuisé. Il était prêt à abandonner le travail de sa vie juste pour que le cauchemar s'arrête. Ne signez pas un seul bout de papier, lui ai-je dit, assis en face de lui dans mon immense bureau privé. Donnez à Apex Dynamics une procuration complète et irrévocable sur les négociations de fusion. Nous allons construire une forteresse financière autour de vous qu'ils ne pourront absolument pas percer. Pendant 30 jours consécutifs, Clara et moi avons travaillé jour et nuit pour tendre un piège magnifique et entièrement invisible. Nous avons acheté agressivement la dette de la famille Wilson par l'intermédiaire de sociétés écrans anonymes. Nous avons sécurisé les actifs clés de Montgomery. Nous avons inversé la situation si complètement et si discrètement que Richard ne s'est même pas rendu compte qu'il marchait sur un champ de mines actifs. Alors que je rentrais chez moi après la fête de la tante Margaret ce soir-là, mon téléphone a sonné dans les haut-parleurs de la voiture. C'était Clara. « Tout est prêt », a-t-elle dit, sa voix grésillant sur la connexion Bluetooth. Ils viennent à notre siège demain à 9 heures précises. Ils pensent venir pour massacrer Montgomery. Ils ont exigé de voir le PDG. J'ai serré le volant. Un sourire sombre s'est dessiné sur mon visage. Laisse-les venir. Nous allons les enterrer. Le téléphone a raccroché. Le piège était amorcé et prêt à se refermer. Mais je n'avais absolument aucune idée qu'un fantôme du passé de ma propre entreprise essayait activement de saboter toute l'opération de l'intérieur. Le matin de la réunion, le soleil s'est levé sur la ligne d'horizon de la ville comme un signal d'alarme lumineux. À l'autre bout de la ville, dans la suite présidentielle de Wilson Enterprises, je savais exactement ce qui se passait. Richard et Harrison devaient boire un expresso d'importation coûteux, ajuster leur cravate sur mesure et rire à haute voix à l'idée d'anéantir la vie d'un vieil homme avant leur déjeuner. Ils étaient complètement ivres de leur propre pouvoir et de leur cupidité. Mais dans l'ombre de mon propre bâtiment, les choses devenaient incroyablement compliquées. 2 heures avant le début de la réunion, Clara a fait irruption dans mon bureau privé. Son visage habituellement calme et impénétrable était marqué par une tension extrême. Elle a rapidement verrouillé la lourde porte en chêne derrière elle et a tiré les stores. « Nous avons un problème énorme », a-t-elle dit, en déposant un dossier épais marqué de rouge sur mon bureau en verre. Un très gros problème. Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur où j'examinais les documents du piège final. Défi énorme, Clara. Nous avons couvert tous les angles. Simon, a-t-elle répondu, et le simple fait d'entendre ce nom m'a fait tomber l'estomac dans mes chaussures. Simon était un ancien analyste financier principal chez Apex Dynamics. Je l'avais personnellement licencié il y a 6 mois pour avoir accepté des commissions occultes illégales de la part d'un fournisseur. Je lui avais accordé une indemnité de départ généreuse simplement pour qu'il s'en aille tranquillement, malgré le fait que j'avais plus qu'assez de preuves solides pour le traîner dans un procès brutal qui aurait mis fin à sa carrière. Je lui avais montré de la miséricorde. Qu'a-t-il fait ? Ai-je demandé lentement en fermant l'ordinateur portable. Il nous a vendus, a dit Clara, sa voix descendant dans un murmure dur et furieux. Simon a découvert d'une manière ou d'une autre que nous étions le cabinet représentant secrètement Montgomery Industries. Il a contacté ton oncle Richard hier soir en utilisant un téléphone jetable et un pseudonyme. Simon a dit à Richard qu'Apex Dynamics traversait en réalité une crise de trésorerie terminale majeure. Il leur a fourni des documents financiers entièrement falsifiés affirmant que nous sommes sur le point de faire faillite et que la défense solide de Montgomery n'est qu'un bluff. Je me suis adossé à mon lourd fauteuil en cuir, fixant le plafond, digérant la trahison. Donc Richard pense que nous nous vidons de notre sang. Il pense que nous sommes faibles. Exactement. Clara a dit, arpentant la pièce. À cause de la fuite de Simon, Richard a doublé la mise.
Il n'a pas seulement apporté les fonds d'acquisition standard à la table aujourd'hui. Il a hypothéqué les actifs immobiliers clés de Wilson Enterprises pendant la nuit. Il a emprunté massivement sur sa propre entreprise, sur ses propres propriétés pour apporter une offre en espèces massive aujourd'hui. Il pense pouvoir racheter Montgomery sous notre nez aujourd'hui parce qu'il croit sincèrement que nous n'avons pas le capital liquide pour les défendre. Mon propre employé, un homme que j'avais parrainé, un homme à qui j'avais donné une seconde chance alors que j'aurais dû l'envoyer en prison. Il m'avait trahi pour un pot de vin rapide et sale de la part de mon oncle impitoyable. Mais alors que la colère initiale s'enflammait dans ma poitrine, une prise de conscience froide, calculée et profondément terrifiante l'a rapidement remplacée. Clara, ai-je dit lentement, en me redressant. As-tu bien dit que Richard a hypothéqué ses propriétés immobilières clés, les propriétés de la fiducie familiale des Wilson, les bâtiments que mon grand-père a construits? Oui, a-t-elle hoché la tête, semblant confuse par mon changement soudain de ton. Julian, s'ils mettent cette quantité de capital sur la table aujourd'hui, cela va être un bain de sang absolu. Ils arrivent avec un trésor de guerre qui pourrait nous noyer dans les frais juridiques pendant des années. Je me suis mis à rire. C'était un son sombre, creux et dangereux qui a résonné dans le bureau silencieux. Clara, Simon ne leur a pas donné un trésor de guerre. Il leur a donné une corde, et Richard vient de la nouer joyeusement autour de son propre cou. Pense-y. Si Richard est complètement surendetté, cela signifie que sa propre entreprise est exposée au vent. Si nous bloquons cette fusion aujourd'hui, ce que nous ferons, Wilson Enterprises n'aura pas les liquidités nécessaires pour couvrir les intérêts de ces nouveaux emprunts de nuit. Nous n'allons pas seulement arrêter le rachat de Montgomery. Nous pourrons légalement absorber Wilson Enterprises d'ici la fin de la semaine. Les yeux de Clara se sont agrandis de façon spectaculaire alors que le calcul financier s'est instantanément fait dans sa tête brillante. Oh mon Dieu, ils sont entrés directement dans la zone de mise à mort. Ils nous ont essentiellement remis les clés de tout leur royaume. Mais attends, a ajouté Clara, son expression se durcissant à nouveau alors qu'elle sortait sa tablette cryptée. Il y a autre chose que tu dois savoir. Victor est en train d'agir. Victor, le PDG de Vanguard Capital, était mon plus grand rival dans le domaine de la restructuration d'entreprise. C'était un homme qui fonctionnait avec les mêmes tactiques prédatrices et impitoyables que mon oncle, présenté simplement dans un costume beaucoup plus cher et avec une meilleure équipe de relations publiques. Qu'en est-il de Victor, ai-je demandé, ma mâchoire se serrant. Il a appelé mon téléphone portable personnel non répertorié il y a 1 heure, a dit Clara, ses yeux brillants de dégoût. Il est au courant pour l'accord avec Montgomery. Il sait que les Wilson viennent ici aujourd'hui. Victor m'a proposé 2 millions de dollars nets d'impôts déposés directement sur un compte offshore au Caïman pour égarer accidentellement les dossiers de défense de Montgomery ce matin. Il veut que Montgomery tombe aux mains de Wilson pour que Vanguard Capital puisse intervenir au prochain trimestre et racheter les morceaux pour des clopinettes. J'ai regardé Clara. C'était une femme qui était à mes côtés depuis l'époque de l'appartement glacial au-dessus du restaurant chinois. Elle avait travaillé tard le soir en mangeant de la pizza froide avec moi quand nous n'avions rien d'autre qu'un rêve et un ordinateur. Et qu'est-ce que tu lui as dit exactement, Clara, ai-je demandé doucement. Un sourire lent, féroce et incroyablement fier s'est dessiné sur le visage de Clara. Je lui ai dit que ma loyauté n'était absolument pas à vendre. Et puis j'ai gentiment suggéré qu'il devrait probablement vérifier son propre portefeuille ce matin parce qu'Apex Dynamics vient d'acheter une participation majoritaire dans son plus grand fournisseur de chaînes d'approvisionnement. Il m'a raccroché au nez. Je me suis levé. La loyauté pure dans cette pièce était la fondation de tout mon empire. Aucune somme d'argent sale ne pouvait la briser. Tu es absolument brillante, Clara. Imprime les contrats finaux. Imprime les dossiers d'acquisition de dette. Imprime tout. Il est temps de passer à l'action. J'ai marché vers le placard privé à verrouillage biométrique dans le coin de mon bureau. Pendant 10 longues années, j'avais porté des costumes mal ajustés et bon marché pour jouer le rôle du cousin pitoyable et soumis. J'ai tendu le bras et j'ai sorti un costume Tom Ford bleu nuit sur mesure. Le tissu était impeccable. J'ai enfilé une chemise en coton égyptien impeccable et parfaitement repassée. J'ai noué un nœud Windsor en soie lourde avec une précision absolue. Enfin, j'ai attaché une montre Patek Philippe en platine à mon poignet, une montre qui coûtait plus cher que ce qu'Harrison gagnait en 3 ans. Je me suis regardé dans le miroir de plein pied. Le gamin de 22 ans terrifié et en deuil qui mendiait des miettes dans le bureau de son oncle était mort. L'assistant silencieux,
soumis et invisible des dîners de Thanksgiving en famille avait disparu pour toujours. J'étais le PDG d'Apex Dynamics. J'étais milliardaire et je partais en guerre contre les personnes qui avaient brisé le cœur de ma mère. Je suis sorti de mon bureau et me suis dirigé vers l'ascenseur présidentiel privé en verre. Je pouvais sentir le vrombissement silencieux et puissant de l'immense bâtiment sous mes pieds. J'ai pensé aux funérailles de mon père. J'ai pensé aux menaces sur ma garde. J'ai pensé à chaque fois que la tante Margaret s'était moquée de mes chaussures. J'ai pensé aux tapes dans le dos condescendantes et alcoolisées d'Harrison. Les portes de l'ascenseur se sont fermées en douceur, me descendant au niveau de la salle du conseil d'administration. La tempête était enfin là, et il n'avait absolument aucune idée qu'il se trouvait directement sur son passage. Le hall principal du siège d'Apex Dynamics était un chef-d'œuvre de luxe discret et intimidant. Il présentait des sols en marbre italien importé, des panneaux de bois acoustiques qui absorbaient le moindre son, et d'immenses baies vitrées de plein pied qui offraient une vue sur toute la ligne d'horizon de la ville. Il était méticuleusement conçu pour intimider les gens sans avoir à prononcer un seul mot. À 8h45 précises, le calme de mon hall a été violemment et agressivement brisé. Depuis les caméras de sécurité haute définition reliées directement à ma tablette, j'ai regardé une Porsche Panamera rouge vif s'arrêter brusquement devant les portes d'entrée en verre, se garant illégalement en plein milieu de la voie de sécurité incendie rouge. Juste derrière elle, une immense Rolls-Royce Phantom noire s'est arrêtée en douceur, bloquant la rampe d'accès pour personnes handicapées. Les portières se sont ouvertes et la famille Wilson en est sortie, agissant comme si le trottoir même sur lequel elle marchait lui appartenait. L'oncle Richard menait le groupe, ressemblant à un bulldog furieux engoncé dans un costume rayé trop serré. Il était flanqué d'Harrison, qui était occupé à hurler agressivement sur quelqu'un au téléphone au sujet d'un départ de golf manqué dans son country club. Derrière eux se tenait Gregory, leur vieil avocat d'affaires sans âme, serrant une mallette en cuir usé comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage, et fermant la marche, l'air totalement dégoûté par le simple concept de devoir être réveillé et debout avant 10 heures du matin. Se trouvait la tante Margaret. Elle s'était invitée aujourd'hui simplement pour assister au spectacle de la destruction de Monsieur Montgomery. Elle portait un manteau de fourrure ridicule malgré la douceur de cette journée de printemps. Ils ont franchi les portes tambours en verre comme une armée conquérante. Richard a immédiatement dépassé la zone d'attente et a frappé sa main sur le comptoir de la réception. Ma réceptionniste principale, une jeune femme hautement qualifiée nommée Sarah, a levé les yeux avec un sourire poli et tout à fait calme. « Nous sommes ici pour voir le PDG », a aboyé Richard, sans même offrir un salut de base ni déclencher son nom. Wilson Enterprises. Dites à la personne responsable que Richard Wilson est ici pour récupérer ce qui lui appartient. Sarah a tapé en douceur sur son clavier silencieux. Pas intimider le moins du monde. Bien sûr, Monsieur Wilson. L'équipe de direction vous attend. Veuillez prendre les ascenseurs VIP pour inviter sur votre gauche directement jusqu'au dernier étage. Vous vous réunirez dans la salle de conférence A. Harrison a frappé sa main sur le comptoir en marbre, se penchant pour essayer de l'intimider. Et ma jolie, dis à quelqu'un de ton personnel d'entretien d'aller dehors et de garer ma Porsche dans le garage VIP immédiatement, et fais-leur nettoyer l'intérieur pendant que je suis dans cette réunion. Ne griffe pas les jantes. Il a jeté ses clés sur le bureau, manquant la main de Sarah. Ils n'ont même pas attendu sa réponse avant de se diriger vers les ascenseurs, riant entre eux. 10 minutes plus tard, je me tenais complètement immobile dans la petite pièce d'observation sombre directement adjacente à la salle de conférence A, regardant à travers la glace sans teint. À l'intérieur de l'immense salle de réunion baignée de soleil, la scène finale était prête. Monsieur Montgomery était assis tranquillement à l'autre bout de la longue table en acajou, ses mains croisées calmement devant lui. Il avait l'air tout à fait en paix. Il savait exactement ce qui allait se passer. De l'autre côté de la table, la famille Wilson traitait ma salle de conseil comme son salon privé. Richard avait pris la liberté de s'asseoir près de la tête de table, étalant agressivement ses dossiers volumineux et ses menaces juridiques sur le bois poli. Harrison était penché si loin en arrière dans son fauteuil coûteux qu'il était presque à l'horizontale, ses chaussures en cuir coûteuses posées directement sur la table, faisant défiler son téléphone avec agressivité. Tante Margaret inspectait bruyamment ses ongles, l'air incroyablement ennuyé et dérangé. « Je ne comprends vraiment pas pourquoi cela prend autant de temps », a lancé Richard avec colère, vérifiant sa lourde Rolex en or pour la 3e fois en 2 minutes. « Nous les tenons. Gregory, Montgomery, vous devriez signer les papiers dès maintenant et nous épargner ces simagrées pathétiques.
Votre cabinet de conseil est en faillite. Nous savons tout. Votre défense est une plaisanterie. C'est complètement fini pour vous. Monsieur Montgomery n'a pas bronché. Il s'est contenté d'un petit sourire complice. J'attendrai l'arrivée de mon PDG. Richard, je vous suggère de faire preuve de patience. Tante Margaret a soupiré bruyamment. Un son dramatique et épuisant qui a résonné dans la grande pièce. Eh bien, si nous devons attendre que ce mystérieux PDG daigne enfin se lever, est-ce que quelqu'un dans cet établissement prétendument haut de gamme peut au moins nous apporter un service décent? Je n'ai pas vu un seul serveur ni assistant depuis que nous sommes entrés. Elle s'est retournée et a fusillé du regard Clara, qui se tenait tranquillement et professionnellement près de la porte, tenant une pile de dossiers impeccables marqués de rouge. Toi là-bas, ma fille, a lancé Margaret, agitant un doigt couvert de diamants de manière agressive vers ma directrice des opérations. Va au sous-sol, ou au bureau administratif, ou là où vous gardez les employés. Mon neveu bon à rien, Julian, travaille ici quelque part. Il est assistant. Va le trouver et dis-lui de monter immédiatement 4 cafés noirs et dis-lui de se dépêcher. Il est probablement en train de détruire du papier et de perdre le temps de l'entreprise de toute façon. Le visage de Clara est resté un masque absolu de marbre professionnel inflexible. Je vais m'assurer que votre demande soit traitée exactement comme elle doit l'être, madame. Clara est sortie de la salle et est entrée silencieusement dans la pièce d'observation sombre où je me tenais. Elle m'a regardé, un sourire en coin très amusé et légèrement féroce sur les lèvres. Ils veulent que tu leur apportes du café, Julian, a chuchoté Clara, en me tendant la pile finale de documents du piège. J'ai regardé mon propre reflet dans la vitre sans teint sombre. J'ai regardé le costume Tom Ford ajusté. J'ai senti le poids de 10 ans de sacrifice, de vie dans un minuscule appartement, de nouilles instantanées, de larmes de ma mère, de fierté ravalée à chaque dîner de famille. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais plus de peur. Je ressentais juste une clarté glacée et absolue. Allons donner à ma famille exactement ce qu'elle a demandé, ai-je dit doucement. J'ai tendu la main et j'ai saisi la lourde poignée en laiton froid de la porte de la salle de conférence. Je l'ai poussée. Les charnières étaient complètement silencieuses. Les lourdes portes en acajou se sont ouvertes en grand, révélant la pièce lumineuse. J'ai fait un pas dans la lumière. La conversation arrogante et bruyante à la table s'est arrêtée net. Le silence était assourdissant. Tante Margaret a levé les yeux, ses sourcils se fronçant alors qu'elle essayait d'assimiler l'information visuelle qu'elle avait sous les yeux. Elle a regardé mon costume impeccable. Elle a regardé la lourde montre en platine à mon poignet. Puis elle a regardé mes mains complètement vides. « Julian ?» a-t-elle demandé, sa voix fléchissant, un mélange de confusion extrême et d'irritation familiale immédiate. « Qu'est-ce que tu portes au juste ? Tu as volé ça dans le placard d'un cadre pour jouer à te déguiser. Et où est passé notre café, pour l'amour de Dieu ? Je n'ai pas dit un seul mot. Je ne l'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé Harrison, dont les pieds ont glissé lentement et maladroitement de la table. Je n'ai pas regardé l'oncle Richard, dont le visage commençait lentement à se crisper en un masque de pure rage confuse. J'ai marché calmement, délibérément, avec les pas lourds et mesurés d'un homme qui possédait le sol même sur lequel il se tenait. J'ai dépassé les sièges latéraux. J'ai marché droit vers le lourd fauteuil en cuir à haut dossier situé à la tête absolue de la table, le siège du pouvoir ultime. J'ai lentement déboutonné la veste de mon costume et je me suis assis. Le silence à l'intérieur de la salle de conférence était absolu, étouffant et incroyablement lourd. C'était le genre de silence électrique et épais qui ne se produit généralement que dans la fraction de seconde qui précède un accident de voiture massif et mortel. Je me tenais complètement immobile à la tête absolue de la lourde table en acajou. J'ai posé mes mains parfaitement à plat sur le bois hautement poli. Sentant la surface froide et lisse sous mes paumes, j'ai senti l'air frais et vif de la climatisation de la pièce souffler doucement contre ma nuque. J'ai gardé une respiration régulière et uniforme. J'ai regardé directement à travers l'immense longueur de la table, fixant mes yeux carrément sur mon oncle Richard. Son visage était un chef-d'œuvre absolu de confusion pure et de colère naissante. Ses sourcils épais et grisonnants étaient tirés vers le bas, créant des rides profondes sur son front. Une veine épaisse et proéminente sur le côté droit de sa tempe commençait à battre visiblement au rythme de son rythme cardiaque ascendant. Il a regardé mon costume bleu nuit sur mesure coûteux. Puis il a regardé mon visage,
cherchant la chute d'une blague qu'il ne comprenait pas. Puis il a regardé au-delà de moi, fixant intensément les lourdes doubles portes, s'attendant pleinement et complètement à ce que le légitime PDG d'Apex Dynamics entre dans la pièce juste derrière moi. Quand absolument personne d'autre n'est entré dans la pièce, et que les lourdes portes se sont lentement refermées, son expression est passée entièrement d'une confusion légère à une irritation profonde, bouillante et incontrôlable. « Julien, qu'est-ce que tu penses faire en ce moment, pour l'amour du ciel ?» a exigé l'oncle Richard, sa voix grave et rocailleuse résonnant fortement sur les lambris de bois acoustiques coûteux. Il a frappé sa main lourde et charnue à plat contre la table, faisant trembler violemment son verre d'eau en cristal. « Sors de ce fauteuil immédiatement. Tu as complètement perdu la tête. Tu vas te faire renvoyer de n'importe quel poste subalterne que tu occupes ici. Et franchement, je ne vais absolument pas te protéger lorsque les ressources humaines monteront à cet étage. Lève-toi de ce fauteuil de direction, descends dans le hall et va chercher notre café noir avant que je ne perde patience et que j'appelle la sécurité moi-même. » Je n'ai pas bougé un seul muscle de mon corps. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai gardé mes yeux complètement verrouillés dans les siens, le fixant avec une intensité froide et vide que j'avais passé 10 longues années à perfectionner. Tante Margaret a laissé échapper un cri étouffé, très théâtral et outrancier. Elle a serré le col de son manteau de fourrure ridicule et tout à fait inutile comme une femme de l'époque victorienne qui venait d'être profondément offensée. « Julien, ce comportement est tout à fait inapproprié », a grondé tante Margaret à voix haute, sa voix dégoulinant du même venin qu'elle utilisait contre moi depuis mon enfance. Nous sommes actuellement au milieu d'une négociation d'entreprise hautement sensible de plusieurs millions de dollars. C'est une affaire sérieuse pour des adultes sérieux. Ce n'est absolument pas le moment ni l'endroit pour tes petites blagues pathétiques. Tu embarrasses toute la famille Wilson devant Monsieur Montgomery et son conseiller juridique. Maintenant, sors de cette salle immédiatement avant que je ne prenne mon téléphone portable, que j'appelle ta mère et que je lui raconte exactement à quel point tu te comportes mal en public. Tu te comportes comme un déchet. Harrison, qui avait enfin retiré ses chaussures en cuir italien incroyablement coûteuses de la table, a laissé échapper un éclat de rire bruyant et condescendant. Il m'a regardé exactement de la même manière qu'on regarderait un singe savant engagé pour son divertissement personnel temporaire. « Waouh, tu as vraiment tout donné pour cette petite mise en scène, n'est-ce pas ?» a ricané Harrison, se penchant fortement vers l'avant et posant ses coudes avec agressivité sur sa pile de dossiers juridiques. « Tu es vraiment allé acheter un faux costume de marque juste pour monter ici et faire semblant d'être un boss. Es-tu vraiment à ce point désespéré d'obtenir notre attention et notre validation, Julien ? Ta vie est-elle à ce point vide ? Je t'ai dit hier soir au dîner que je pouvais avoir un poste au service du courrier de mon cabinet d'avocat. Tu n'as pas besoin de monter une protestation pathétique et embarrassante au milieu de notre réunion de rachat pour demander l'aumône. Maintenant, retire cette fausse montre en platine, excuse-toi auprès de mon père pour lui avoir fait perdre son temps précieux, et va chercher les boissons comme on te l'a demandé. Tu retardes ma promotion au poste d'associé principal, et ma patience commence à s'épuiser. J'ai pris une respiration lente, profonde et incroyablement satisfaisante. J'ai laissé leurs insultes cruelles et leur arrogance démesurée m'envahir une dernière fois. Pendant 10 ans, ces mots m'avaient blessé comme du verre brisé. Pendant 10 ans, leurs moqueries constantes, leurs remarques mesquines sur mon salaire et leurs jugements impitoyables m'avaient empêché de dormir la nuit, fixant le plafond de mon minuscule appartement glacial. Mais à ce moment précis, assis dans cette pièce, entouré de l'empire que j'avais construit de mes propres mains, leurs mots ne signifiaient absolument rien. Ils n'étaient que les bruits futiles et désespérés de gens qui ne savaient pas qu'ils étaient déjà morts. J'ai tourné la tête lentement, avec la grâce délibérée d'un prédateur, et j'ai regardé Clara. Elle se tenait parfaitement droite près de la porte, tenant les dossiers marqués de rouge comme une arme chargée. Je lui ai fait un petit signe de tête presque imperceptible. Clara s'est immédiatement avancée, ses talons au claquant de manière agressive et rythmée sur le sol en marbre italien. Elle s'est dirigée directement vers mon côté de la table et a placé le premier dossier rouge carrément devant moi. Elle n'a même pas jeté un regard à ma famille. Elle n'a regardé que moi, sa posture rayonnant d'un respect absolu et d'une loyauté totale. Les contrats juridiques finaux et les documents d'acquisition de dettes sont prêts, a dit Clara d'une voix forte, claire et sincère, avec une autorité absolue et indéniable. Monsieur Montgomery a déjà signé la délégation officielle de pouvoir à notre cabinet. Nous sommes entièrement prêts à commencer l'examen final et à exécuter les conditions dès que vous en donnerez l'ordre. Le mot PDG est tombé au centre de la pièce comme une grenade dégoupillée. Harrison a complètement arrêté de rire.
Le sourire arrogant et condescendant a instantanément disparu de son visage, et sa bouche s'est entr'ouverte d'une manière incroyablement inélégante. L'oncle Richard a immédiatement perdu une grande partie de ses couleurs, prenant une teinte grise étrange et maladive alors que son cerveau essayait désespérément de traiter l'information impossible. Tante Margaret s'est figée sur son siège, regardant alternativement moi et Clara comme si nous parlions une langue étrangère ancienne qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Je ne sers plus de café, tante Margaret », ai-je dit doucement, ma voix tout à fait calme, stable et dénuée de toute émotion humaine. En fait, je n'ai jamais vraiment servi de café. C'était juste une histoire pratique que je vous ai laissé croire parce que c'était beaucoup plus facile que de gérer vos égos démesurés et incroyablement fragiles. Je suis le directeur général d'Apex Dynamics. Je suis le fondateur unique et je suis le PDG de cette entreprise depuis sa création, il y a exactement 10 ans. C'est un mensonge total et absolu, a aboyé l'oncle Richard, sa voix craquant fortement. Il s'est levé si vite et avec tant de force que son lourd fauteuil en cuir a roulé vers l'arrière et a heurté violemment le mur acoustique. C'est une plaisanterie de mauvais goût, élaborée et dégoûtante. Tu es un assistant administratif subalterne. Tu conduis une voiture poubelle de 10 ans. Tu vis dans un appartement bon marché en location. Tu ne possèdes pas un cabinet de conseil d'1 milliard de dollars. Tu n'as pas le cerveau ni l'instinct de tueur pour diriger une entreprise comme celle-ci. Grégory, prends ton téléphone et appelle la sécurité du bâtiment sur le champ. Je veux que ce gamin pathétique soit expulsé physiquement de ce bâtiment immédiatement. Grégory, le vieil avocat d'affaires sans âme qui avait aidé Richard à voler l'héritage de mon père, a tendu la main vers son téléphone portable avec des mains qui tremblaient violemment. Mais avant que ses doigts tremblants ne puissent composer le moindre numéro, Monsieur Montgomery a enfin pris la parole à l'autre bout de la table. Pose ce téléphone tout de suite, Grégory, a dit Monsieur Montgomery, sa voix grave, impérieuse et rayonnant d'une autorité absolue. Il s'est tourné vers moi et m'a adressé un sourire éclatant, sincèrement chaleureux et profondément respectueux, avant de diriger son regard froid et dur directement sur l'oncle Richard. Richard, tu as exigé avec impolitesse de rencontrer le génie qui a systématiquement gâché tes tentatives d'acquisition hostiles ces 5 dernières années. Eh bien, ouvre les yeux parce que tu le regardes en face. Julien est le fondateur unique et l'actionnaire principal d'Apex Dynamics. C'est l'homme exact qui est intervenu et a sauvé toute mon entreprise de tes tactiques prédatrices, illégales et dégoûtantes. Tu devrais vraiment t'asseoir et te taire, Richard. Tu te ridiculises complètement devant un milliardaire. L'oncle Richard s'est lentement et lourdement rassis dans son fauteuil coûteux. Ses grands yeux terrifiés parcouraient frénétiquement la pièce, assimilant les œuvres d'art modernes de grande valeur, les immenses baies vitrées surplombant le quartier financier, l'équipement de présentation de haute technologie. Pour se poser enfin sur mon costume sur mesure et ma montre en platine. La réalité brutale et indéniable de la situation s'abattait violemment sur ses épaules, mais son ego surdimensionné refusait absolument de l'accepter. 10 ans, a chuchoté la tante Margaret, sa voix tremblant de manière incontrôlable. Elle me fixait directement comme si elle regardait un fantôme terrifiant qui venait de sortir de sa tombe. Tu nous as menti pendant 10 ans. Chaque dîner de Thanksgiving, chaque réunion de famille, chaque fête de Noël, tu t'es assis à notre table en mangeant notre nourriture et tu nous as laissé te parler comme si tu étais un mendiant. Pourquoi diable as-tu fait quelque chose d'aussi incroyablement cruel? Parce que vous vouliez désespérément que je sois un mendiant, tante Margaret, ai-je répondu calmement, m'adossant confortablement dans mon fauteuil en cuir et joignant mes mains. Vous aviez fondamentalement besoin que je sois un raté total pour vous sentir mieux dans vos propres vies vides, misérables et creuses. Vous avez volé l'héritage de mon père pendant que ma mère organisait ses funérailles. Vous avez menacé ma mère en deuil d'une bataille pour ma garde entièrement inventée. Vous avez activement essayé de vider mon petit fonds universitaire juste pour la punir d'être partie. Vous avez jeté mon plan d'affaires rédigé avec soin directement à la poubelle et m'avez dit d'aller trier le courrier pour le salaire minimum. Je vous ai simplement laissé voir ce que vous vouliez voir. Et pendant que vous étiez tous occupés à vous admirer dans le miroir et à vous vanter de vos fausses promotions, j'étais occupé à construire un empire sous votre nez. Harrison a frappé ses 2 mains violemment sur la table, son visage devenant rouge cramoisi sous le coup d'une colère explosive et incontrôlable. Cela ne signifie absolument rien. Tu m'entends, Julien? Rien. Et alors, si tu as eu de la chance et que tu as créé ce petit cabinet de conseil? Tu restes une plaisanterie pour cette famille. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour acheter Montgomery Industries et nous sortirons de ce bâtiment avec les droits de contrôle absolus.
Nous avons apporté une offre en espèces massive et indéniable à cette table. Nous avons beaucoup plus de liquidités que tu ne pourrais jamais rêver d'en avoir. Tu ne peux pas légalement arrêter cette fusion. Nous t'emmènerons devant les tribunaux, nous t'enterrerons sous la paperasse et nous t'écraserons complètement dans la boue. J'ai regardé directement Harrison. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas intimidé. Je le regardais avec une pitié pure, profonde et totale. Harrison, tu devrais vraiment laisser parler les adultes lorsqu'il s'agit d'immobilier de haut niveau et de finances complexes. Tu es complètement, de manière embarrassante, hors de ton élément. J'ai lentement ouvert le dossier rouge que Clara m'avait remis. J'ai sorti une seule feuille de papier juridique tamponnée et l'ai glissée doucement sur la table polie. Elle a glissé parfaitement et s'est arrêtée directement devant Grégory, l'avocat. Grégory, tu es le seul de ce côté de la table qui sache réellement lire un contrat contraignant, ai-je dit, en gardant mes yeux froids fixés sur le visage terrifié de Richard. Je te suggère fortement de lire ce document à haute voix pour tes clients incroyablement arrogants. Grégory a lentement tendu la main et a pris le papier. Il a ajusté nerveusement ses lunettes de lecture sur le nez alors que ses yeux fatigués parcouraient rapidement le texte juridique dense. Ses mains ont commencé à trembler si violemment que le papier faisait un bruit fort dans la pièce silencieuse. Le reste de couleur a complètement disparu de son visage, laissant sa peau comme celle d'un cadavre. Il a avalé sa salive, sa gorge émettant un bruit sec, totalement incapable de parler. « Lis ce fichu papier, Grégory », a hurlé l'oncle Richard, sa voix craquant sous le coup d'une panique soudaine, accablante et entièrement justifiée. « Richard », a chuchoté Grégory, sa voix tremblant si fort qu'il pouvait à peine prononcer les mots terribles. « Richard, nous sommes morts. C'est un avis officiel d'acquisition de créances, juridiquement contraignant. Apex Dynamics ne s'est pas contenté d'intervenir et de bloquer notre offre en espèces pour Montgomery Industries aujourd'hui. Ils ont racheté discrètement et agressivement tous nos prêts de nuit fraîchement émis. Ils ont acheté l'hypothèque principale sur l'immeuble du siège de Wilson Enterprises. Ils détiennent la dette exclusive sur toutes vos propriétés résidentielles personnelles. Ils possèdent les prêts sur le fonds fiduciaire d'Harrison. Qu'est-ce que cela signifie exactement, Grégory, a exigé Harrison, regardant frénétiquement son père terrifié et l'avocat tremblant. Grégory a laissé tomber le papier sur la table comme s'il lui brûlait la peau. Il a retiré ses lunettes et s'est frotté les yeux. Cela signifie que nous n'avons plus rien. Cela signifie que Julien possède notre dette d'entreprise. Il possède l'entreprise. Il possède nos bâtiments. Il possède absolument tout. La salle du conseil d'administration est instantanément tombée dans un chaos absolu et incontrôlable. Tante Margaret a saisi son cœur, respirant avec difficulté et se penchant en arrière sur son siège comme si elle faisait une crise cardiaque. Harrison a bondi de sa chaise, arpentant la pièce avec agressivité, hurlant à plein poumon que c'était illégal, que c'était une fraude d'entreprise, et qu'il allait personnellement déposer une plainte de plusieurs millions de dollars avant la fin de la journée. L'oncle Richard ne criait pas, il ne bougeait pas. Il est resté figé sur son siège, fixant le papier posé devant Grégory. Il ne pouvait tout simplement pas assimiler la réalité de la situation. Un homme qui avait passé sa vie d'adulte à intimider, manipuler et détruire les propriétaires d'entreprises vulnérables se retrouvait enfin, de manière indéniable, du côté des victimes d'une exécution d'entreprise parfaitement exécutée. C'est tout à fait impossible, a finalement marmonné Richard, sa voix n'étant plus qu'un murmure creux. Il a lentement levé les yeux vers moi, le regard rempli d'une terreur véritable et profonde. Nous avons utilisé un prêteur privé hautement sécurisé pour ces prêts de nuit. Tu ne pouvais pas savoir que nous avions hypothéqué nos biens immobiliers clés pour obtenir les liquidités nécessaires pour cette réunion aujourd'hui. Personne n'était au courant de cette transaction en dehors de mon équipe bancaire privée et de mes comptables principaux. C'était totalement hors des livres publics. J'ai souri. C'était un sourire froid, incroyablement calculé et complètement impitoyable. C'est exactement là que tu te trompes, Richard. Tu as en fait bénéficié d'une petite aide interne de la part d'un homme nommé Simon. À la mention soudaine du nom de Simon, l'oncle Richard a tressailli violemment comme si je l'avais giflé au visage. Oui, Richard. Je sais absolument tout sur Simon, ai-je continué, ma voix stable, dominante et résonnant d'un contrôle absolu. Simon est un ancien employé malhonnête que j'ai personnellement licencié il y a 6 mois pour faute grave et acceptation de commissions occultes. Lorsqu'il t'a contacté sur un téléphone jetable hier soir pour te vendre des informations confidentielles sur une prétendue crise de trésorerie de mon entreprise,
tu as sauté sur l'appât comme un chien affamé. Tu voulais tellement détruire Monsieur Montgomery et écraser mon cabinet que tu n'as même pas pris la peine de vérifier correctement les documents que Simon t'a remis illégalement. Tu as simplement, bêtement hypothéqué tout ton empire familial, tes bâtiments et ta propre maison pour apporter un trésor de guerre à cette table aujourd'hui. Je me suis lentement penché vers l'avant, posant mes coudes sur la table, réduisant la distance physique entre nous pour m'assurer qu'il ressente tout le poids de ma présence. Simon t'a donné des rapports financiers entièrement falsifiés, Richard. Apex Dynamics n'est pas en faillite. Nous ne rencontrons aucune difficulté. Nous détenons actuellement plus de 3 milliards de dollars d'actifs hautement liquides. Lorsque tu as signé aveuglément ces prêts en utilisant ton propre siège social comme garantie, tu es entré directement dans un piège mortel que j'avais personnellement tendu pour toi. J'ai racheté ces prêts spécifiques à ton prêteur privé avec une prime massive à la seconde même où l'encre de ton contrat était sèche. Je possède ta dette d'entreprise. Et comme tu ne peux pas réaliser la fusion avec Montgomery aujourd'hui, tu ne peux pas générer les revenus nécessaires pour payer les premiers intérêts de ce prêt massif demain matin. Tu es entièrement en défaut de paiement. C'est complètement illégal, a hurlé Harrison, pointant un doigt tremblant vers mon visage. C'est du sabotage d'entreprise. C'est du chantage financier. Je suis avocat, Julian. Tu ne peux pas faire ça. Non, Harrison. Tu n'es absolument pas avocat. Tu es juste un enfant qui joue à se déguiser dans le cabinet de son père, ai-je répondu calmement, sans élever la voix. Et ce n'est pas du chantage. C'est simplement des affaires. Le genre exact d'affaires impitoyables et prédatrices que ton père m'a apprises lorsqu'il a jeté mon plan d'affaires à la poubelle et m'a dit de balayer le sol. Il se trouve simplement que je le fais beaucoup mieux, de manière plus intelligente et plus discrète que lui. J'ai complètement ignoré la colère d'Harrison pour reporter mon attention sur mon oncle, qui semblait vieillir de 10 ans sous mes yeux. Le magnate arrogant et puissant avait disparu, remplacé par un vieil homme brisé et terrifié. Tu as construit toute ta carrière et ta fortune sur le dos de personnes vulnérables, Richard. Tu as ruiné des familles honnêtes. Tu as volé et détruit les retraites des employés. Tu as pris l'héritage de mon père décédé et as laissé ma mère faire des doubles gardes pour nettoyer des sols afin de garder un toit au-dessus de ma tête. Tu te croyais intouchable parce que personne n'avait la puissance financière ou la patience de se battre. J'ai fait une pause délibérée, laissant le poids lourd et étouffant de mes mots s'installer dans la pièce. Je voulais qu'ils ressentent chaque seconde de leur ruine totale. Je voulais que le silence brise leur esprit. Eh bien, Richard, j'ai la puissance financière maintenant, et j'appuie sur la détente aujourd'hui. J'ai fait un geste calme vers Clara, qui s'est avancée pour distribuer des documents juridiques épais et reliés à tout le monde autour de la table, en contournant Monsieur Montgomery. Ces documents juridiques représentent les conditions finales et non négociables de votre capitulation totale, ai-je déclaré clairement. À 17 h aujourd'hui, Wilson Enterprises déposera officiellement un bilan pour restructuration d'urgence. Apex Dynamics acquérera une participation majoritaire de 75% dans votre entreprise. Je prends immédiatement vos sièges au conseil d'administration. Je prends ton bureau d'angle. Je prends les voitures de fonction, je révoque les comptes de dépenses de l'entreprise et j'annule vos abonnements au Country Club de l'élite. Votre entreprise toxique sera complètement démantelée, assainie et reconstruite pour servir la communauté au lieu de la dépouiller. L'oncle Richard a fixé le contrat épais posé devant lui. Ses grandes mains tremblaient si fort qu'il ne pouvait même pas tenir un stylo. Il a levé les yeux vers moi, des larmes de défaite totale coulant dans ses yeux. Tu vas nous laisser sans rien, exactement comme tu as dit que j'avais fait à ta mère à la mort de ton père. Je vous laisse exactement ce que vous méritez, Richard, les yeux corrigés vertement, ma voix coupant court à sa tentative de pitié. Si tu signes cet accord maintenant, je t'autoriserai officiellement à repartir avec un petit fonds de retraite restreint. Ce sera juste assez d'argent pour acheter une maison modeste en banlieue et mener une vie tranquille et anonyme. Mais si tu refuses de signer, j'appellerai immédiatement mon équipe d'avocats. Nous saisirons les prêts avant le coucher du soleil. Nous bloquerons vos comptes bancaires personnels. Nous prendrons la maison de plusieurs millions de la tante Margaret. Nous viderons le fonds fiduciaire d'Harrison. Je vous traînerai, toi et toute cette famille, dans un procès public si brutal, si médiatisé et si humiliant que vous ne pourrez plus jamais vous montrer dans cette ville. La pièce est devenue silencieuse. La menace terrifiante de perdre leur statut social précieux,
leurs immenses demeures et leurs abonnements au club de l'élite étaient beaucoup plus dévastatrices pour eux que de perdre l'entreprise elle-même. Ils se souciaient plus de leur apparence que de ce qu'ils étaient réellement. Faisons une pause. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en écrivant le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous êtes là. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais cela me montre aussi que mes expériences comptent pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager le reste de ce voyage. Maintenant, revenons aux derniers instants dans la salle du conseil. Grégory, l'avocat d'affaires d'expérience, s'est penché sur la table et a chuchoté à l'oreille de Richard. J'entendais des bribes de leur discussion désespérée. Il n'y a absolument aucune issue, Richard. C'est un échec et mat complet. Il nous tient. Signe le papier, Richard. Prends le fonds de retraite. Si nous allons devant les tribunaux, nous sommes morts. Harrison a regardé son père, son arrogance disparue, remplacée par les pleurnichements terrifiés d'un enfant gâté sur le point de perdre son argent de poche. Papa, fais quelque chose, s'il te plaît. Dis-lui qu'il ne peut pas nous faire ça. Appelle le juge. Appelle quelqu'un à la mairie. Tais-toi, Harrison. Tais-toi, a croassé l'oncle Richard, sa voix brisée et vide de toute force. D'une main tremblante, l'oncle Richard a lentement pris le stylo en argent au centre de la table. Il m'a regardé une dernière fois, ses yeux injectés de sang remplis d'un mélange de haine et de défaite totale. Il a lentement baissé la tête en signe de soumission, a posé le stylo sur le papier épais et a signé l'acte de cession de son empire de plusieurs millions au garçon qu'il avait jeté à la poubelle. Il a poussé le papier signé sur la table. Je n'ai même pas pris la peine de le regarder. J'ai simplement fait un signe de tête à Clara, qui a rassemblé les documents sensibles et les a verrouillés dans sa mallette en cuir crypté. Cette réunion est officiellement terminée, ai-je annoncé, me levant de mon fauteuil et boutonnant la veste de mon costume. Vous avez exactement 1 heure pour retourner à vos bureaux et emballer vos affaires personnelles. Mon équipe de sécurité privée vous attend déjà dans le hall d'entrée pour vous escorter hors des lieux. N'essayez pas de voler des fichiers. N'essayez pas de supprimer des emails. Tout ce qui se trouve dans ce bâtiment m'appartient désormais. Tante Margaret s'est levée sur des jambes tremblantes. Des larmes de mascara noir coulaient sur son visage, ruinant son maquillage coûteux. Julian, s'il te plaît. Je t'en supplie. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous jeter à la rue. Pense à tes cousins. Pense à notre héritage. Je l'ai regardé. Ne ressentant absolument rien. Ni pitié, ni culpabilité, ni remords. La famille est censée se protéger inconditionnellement. Tante Margaret, tu m'as personnellement appris au cours des 10 dernières années que le sang ne signifie rien quand la cupidité et l'argent sont en jeu. Maintenant, veuillez quitter mon bâtiment immédiatement. Vous êtes actuellement sur une propriété privée sans autorisation. Je lui ai tourné le dos et me suis dirigé vers la pièce d'observation privée. Derrière moi, j'ai entendu les pas lourds et traînants de 4 personnes brisées sortant lentement de la salle de conseil. Leur vise arrogante détruite en l'espace de 30 minutes. Les retombées immédiates et chaotiques de la réunion ont été exactement aussi pathétiques et désespérées que je l'avais prévu. Dans les 10 minutes qui ont suivi le départ de ma famille, mon téléphone portable a commencé à exploser sous un flot ininterrompu de notifications. La nouvelle du rachat hostile s'était rapidement propagée au reste de la famille élargie et toxique. D'abord sont arrivés les messages désespérés de la tante Margaret. Julian, mon chéri, s'il te plaît, décroche et appelle-moi. Nous devons discuter de ce malentendu comme des adultes rationnels. Tu sais que tu as toujours été mon neveu préféré. Prenons un dîner tranquille ce soir, juste toi et moi, pour régler ça. Puis sont arrivés les messages de lamentation d'Harrison, abandonnant complètement son personnage d'associé principal et d'homme fort. Allez, Julian. Écoute-moi, s'il te plaît. Nous plaisantions hier soir à la fête. Tu sais comment est mon père, il est juste vieux et têtu. La famille doit se serrer les coudes dans les moments difficiles. Ne me renvoie pas du cabinet, s'il te plaît. Je viens de prendre une grosse hypothèque sur ma nouvelle maison et je ne peux pas payer sans mon salaire. Je t'en supplie. Je me suis assis confortablement à mon bureau en verre, buvant un café noir d'importation coûteux et j'ai méthodiquement bloqué chacun de leurs numéros. Je ne leur devais aucune explication, et je ne leur devais certainement pas mon temps précieux.
Les documents signés parlaient d'eux-mêmes. Les 48 heures suivantes ont été un modèle d'assainissement et de réorganisation structurelle de l'entreprise. Comme je l'avais promis, mes équipes de sécurité privée ont sécurisé le siège de Wilson Enterprises. L'oncle Richard a été escorté publiquement vers la sortie par les portes en verre, tenant un carton contenant ses affaires personnelles devant une foule de caméras de télévision locales et de journalistes qui avaient eu vent de l'effondrement de l'entreprise. Le marché boursier a réagi immédiatement à la nouvelle du rachat, baissant légèrement pendant quelques heures. Mais Capex Dynamics a publié un communiqué de presse annonçant que nous reprenions la gestion quotidienne et restructurions la dette. Le marché s'est stabilisé et la valorisation de notre entreprise a grimpé à des hauteurs sans précédent. Mais le véritable effondrement des coupables s'est produit à l'abri des regards. Le mercredi après-midi, 2 jours après la réunion, j'ai reçu une visite surprise à mon siège. C'était Béatrice, la mère d'Harrison, l'épouse de Richard, connue pour être manipulatrice et trompeuse. C'était une femme profondément toxique qui cachait toujours sa nature cruelle derrière un sourire mielleux et des gâteaux faits maison. Elle s'est assise nerveusement en face de moi, vêtue d'une robe de créateur coûteuse, et m'a offert un sourire fabriqué. « Julian, c'est merveilleux de voir ton succès », a roucoulé doucement Béatrice, croisant les jambes et se penchant en avant. « J'ai toujours su que tu avais du génie en toi, même quand les autres en doutaient. Écoute-moi attentivement. Je sais que Richard t'a traité horriblement toutes ces années. C'est un monstre et un mauvais homme d'affaires, mais j'espérais sincèrement que nous pourrions trouver un arrangement mutuellement avantageux. Si tu me laisses mon siège bien payé au conseil d'administration, je suis prête à te donner tous les numéros de compte et les mots de passe des comptes offshore cachés de Richard. Je sais exactement où il cache son argent sale. Je l'ai regardé, profondément dégoûté par le manque absolu de loyauté familiale. Ils se retournaient les uns contre les autres comme des animaux sauvages se battant pour un morceau de viande avariée. Béatrice, ai-je dit froidement, la voix pleine de mépris. Crois-tu sincèrement que mon réseau d'information soit si faible que je ne possède pas déjà les numéros de ces comptes offshore aux îles Caïmans? J'ai fait bloquer ces fonds légalement il y a exactement 3 jours. Son sourire mielleux s'est effacé, remplacé par une panique visible. Ses yeux ont cherché la sortie. De plus, ai-je continué, me penchant vers l'avant, je sais qu'il y a 10 ans, quand j'ai apporté mon plan d'affaires à Richard, tu es la personne exacte qui lui a dit de le jeter à la poubelle. Tu lui as dit que si mon entreprise éthique réussissait, elle menacerait la position de ton fils Harrison comme héritier principal de la fiducie familiale. Tu as manipulé Richard pour détruire ma vie simplement pour que ton fils sans talent ait un chemin dégagé vers le sommet. Béatrice est devenue pâle comme la mort. Elle a ouvert la bouche pour inventer une excuse, mais aucun mot n'est sorti. Tu n'as pas de siège au conseil d'administration, Béatrice. Tu n'as pas de travail dans mon entreprise. Tu es entièrement hors de mon avenir. Sors de mon bureau immédiatement avant que je ne demande à la sécurité de te jeter à la rue. Elle a presque couru hors de la pièce. Les dominos sociaux et financiers ont continué de tomber rapidement. En raison de l'humiliation publique et de la révélation des pratiques commerciales toxiques de sa famille, Harrison a été invité à démissionner de son cabinet d'avocats. Il s'est avéré qu'Apex Dynamics était le plus grand client financier de ce cabinet, et j'ai simplement passé un coup de fil aux associés principaux pour leur suggérer que la présence d'Harrison était un conflit d'intérêts pour nos relations futures. Son bureau a été vidé avant la fin de la semaine. L'oncle Richard s'est retiré dans un isolement profond. Il a perdu son pantouse de plusieurs millions en ville pour s'installer dans la modeste maison de banlieue que l'accord légal lui permettait de garder. Il passait ses journées à se battre contre les poursuites civiles des propriétaires de petites entreprises qu'il avait essayé de détruire. Sans sa richesse et son pouvoir pour le protéger, il n'était plus qu'un vieil homme brisé et colérique criant contre les murs. La vie sociale de la tante Margaret s'est évaporée du jour au lendemain. Les femmes de la haute société qui assistaient à ces galas de charité ont cessé de répondre à ses appels. Dans leur monde superficiel, perdre son argent était une tragédie mineure. Mais le perdre au profit du neveu dont on s'était moqué publiquement pendant 10 ans était une honte sociale impardonnable. Elle a été définitivement bannie des cercles qu'elle aimait tant. Ils avaient tout perdu. Leur argent, leur statut social et leur fierté non méritée. L'empire construit sur le dos des gens vulnérables était démantelé. Le poison de la famille Wilson était neutralisé. 3 mois après la réunion dans la salle du conseil, la poussière est retombée, révélant un paysage commercial transformé. Wilson Enterprises a été rebaptisé Apex Community Holdings sous la direction éthique de Clara.
Nous avons licencié chaque cadre toxique que Richard avait embauché. Nous avons promu en interne des personnes travailleuses qui avaient été opprimées par l'ancien régime. Nous avons stabilisé les retraites des employés, augmenté les salaires de base et commencé à investir des capitaux dans la communauté locale. L'entreprise n'était plus une arme utilisée pour détruire des innocents. C'était un bouclier pour les défendre. Pour moi personnellement, la victoire ne résidait pas dans l'argent. J'avais plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. La véritable victoire était le silence paisible dans ma vie. Il n'y avait plus de messages agressifs sur mon téléphone. Plus de dîners de fête étouffants où j'étais traité comme un déchet. Plus besoin de me faire petit pour mettre à l'aise des gens arrogants. J'avais établi une limite infranchissable. Les membres toxiques de ma famille étaient bloqués de ma vie, et je pouvais enfin respirer. Fin novembre, un an après le dîner de Thanksgiving où Harrison s'était moqué de mon salaire, j'ai été invité au sommet national de l'innovation commerciale pour recevoir le prix du visionnaire de l'année. La grande salle du complexe hôtelier de luxe était remplie de plus de 2000 chefs d'entreprise, journalistes et politiciens. Les lustres en cristal brillaient, me rappelant la maison de la tante Margaret. Mais cette fois, la lumière était chaleureuse, accueillante et méritée. Alors que je montais les marches de la scène pour accepter le trophée en verre, l'auditorium s'élevait dans une ovation debout. Mais debout au pupitre, je ne regardais pas les milliardaires ou les flashs des appareils photo. Mes yeux étaient fixés sur le premier rang. Assise au centre se tenait ma mère, Evelyne. Elle portait une robe argentée élégante, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, et elle semblait plus heureuse et en meilleure santé que je ne l'avais vue depuis 15 ans. Alors que je levais le trophée sous les projecteurs, des larmes de fierté coulaient sur son visage. Elle a hoché la tête, un regard de pure fierté brillant dans ses yeux. Cette femme extraordinaire qui avait passé des années à nettoyer des sols, à faire des doubles gardes à la clinique, et qui m'avait protégé des monstres de notre famille, assistait enfin au succès de l'empire que nous avions construit ensemble. Nous avions survécu au pire. Nous avions gagné. Le véritable succès n'est pas une question de domination ou de peur, ai-je dit au public silencieux, me penchant vers le micro. Il ne s'agit pas de savoir combien d'entreprises vous pouvez écraser ou combien de personnes vous forcez à s'agenouiller devant votre ego. Le véritable pouvoir n'est pas bruyant. Il n'est pas arrogant. Le véritable pouvoir est la capacité silencieuse de construire quelque chose d'extraordinaire dans l'obscurité pendant que les autres s'occupent de sous-estimer votre potentiel. C'est la capacité de maintenir votre intégrité quand le monde vous donne toutes les raisons de devenir impitoyable. Je vous remercie infiniment. Les applaudissements du public ont été assourdissants. Plus tard cette nuit-là, bien après la fin du gala, je ne suis pas rentré dans mon appartement de luxe en ville. J'ai conduit ma voiture vers les quartiers pauvres de la ville. Je me suis garé dans la rue sombre, j'ai déverrouillé la porte métallique rouillée et j'ai gravi les escaliers grinçants menant au 2e étage, juste au-dessus du restaurant chinois. J'étais toujours titulaire du bail de mon bureau d'origine. Je l'avais gardé exactement tel qu'il était il y a 10 ans. Le papier peint décollé par l'humidité. Les néons qui grésillaient. La table pliante bon marché qui me servait de bureau. Je suis entré dans la pièce sombre, où l'odeur d'huile de friture et d'ail flottait encore. J'ai passé ma main sur le bord de la table en plastique. Cette pièce misérable était mon ancrage. C'était un rappel physique de mes origines, de la faim, du désespoir et de la volonté qu'il avait fallu pour survivre à leur cruauté. Cela me rappelait que les costumes de marque et les montres de luxe ne font pas l'homme. L'homme se construit dans les heures silencieuses où personne ne regarde, quand il faut choisir entre s'abandonner à l'obscurité ou construire sa propre lumière. J'ai regardé par la fenêtre sale les lampadaires briller faiblement dans la rue vide. Le gamin terrifié de 22 ans qui mendiait des miettes était enfin en paix. Le garçon qu'ils avaient essayé d'enterrer possédait désormais leur cimetière. Avez-vous déjà affronté une situation similaire avec votre propre famille? Avez-vous dû couper les ponts avec des proches toxiques pour protéger votre paix et construire votre avenir? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer notre prochain voyage. Rappelez-vous toujours ceci, votre situation difficile actuelle n'est pas votre destination finale. Continuez à construire vos rêves en silence, et laissez votre succès être le seul bruit qu'ils entendront jamais.